aujourd'hui parce que je trouve que c'est important pour le patient, pour son entourage et pour les personnes curieuses d'avoir quelques connaissances concernant la bonne utilisation des médicaments. Donc aujourd'hui, je vous propose le sujet sur les médicaments, leur formulation, leur mécanisme d'action et également sur leurs effets indésirables. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 30 minutes, je ne pourrais pas parler de toutes les classes thérapeutiques de médicaments. Donc j'ai décidé de faire un focus sur les antipsychotiques. Donc en plus, ça y est avec ça. Donc avant de commencer, on va avoir quelques points de vocabulaire. Donc pour simplifier, on va dire que neuroleptique égale antipsychotique. Les antipsychotiques, ils constituent une classe thérapeutique. Donc une classe thérapeutique, c'est un groupe de molécules, de médicaments qui vont avoir des actions similaires. Donc par exemple, dans le cas, on a les antipsychotiques qui vont agir sur la psychose. On a aussi, par exemple, les anti-inflammatoires qui vont agir sur l'inflammation, etc. Donc, chaque classe thérapeutique est constituée d'une multitude de molécules ayant des actions similaires. Alors, je vais commencer par une question. À votre avis, pour composer un médicament, qu'est-ce qu'il faut? Oui, un principe actif. Oui. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un médicament? Oui, tout à fait. Alors, pour composer un médicament, il faut tout d'abord une substance active. Donc là, j'ai pris l'exemple de la clozapine. Mais il faut aussi d'autres choses pour accompagner la molécule. Donc là, comme vous l'avez dit, c'est des excipients. Des excipients, ça peut être, ils peuvent être liquides, solides, comme par exemple de la poudre de lactose, et liquides, par exemple, du sérum physiologique. Et en fait, ces excipients, c'est ce qu'on appelle des substances inertes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir d'action sur le corps, mais elles vont vraiment venir accompagner la substance active pour qu'elle puisse exercer son action. Et donc, quand on mélange les deux, on obtient ce qu'on appelle une forme galénique. Donc, galénique, ça vient de Galien. Donc, Galien, c'est le père fondateur de la galénique. Donc, c'est la personne qui a, à partir des substances actives, mis en forme les médicaments. Donc, on retrouve des formes plutôt classiques comme les comprimés et les gélules. Par exemple, les comprimés, c'est tout simplement une substance active qui va être comprimée avec des poudres solides, les gélules que vous connaissez. On peut prendre l'exemple du sirop aussi. Donc là, c'est une forme liquide avec beaucoup de sucre. Et on a les formes liquides injectables. Donc ça va être plutôt fait avec des liquides stériles. Alors, la forme galénique, elle va conditionner la voie d'administration. Donc là, par exemple, pour les trois formes du haut, on les appelle des formes orales, ou péros, ou entérales, qui sont prises par la bouche. Et on a aussi des formes liquides injectables, qu'on appelle des formes parentérales. Donc ensuite, cette voie d'administration, elle va conditionner le devenir du médicament dans l'organisme. Donc par exemple, pour les formes péros, donc orales, comme on a vu juste avant, donc elles vont être prises par la bouche, dégluties, elles vont passer par le système digestif, et comme le système digestif est très vascularisé, la molécule va pouvoir passer dans le sang et être distribuée dans le corps. Ensuite, on a les formes injectables, par exemple pour la voie intramusculaire, où le médicament il va être injecté dans le tissu musculaire. Le tissu musculaire est vascularisé, il va être absorbé au niveau vasculaire et distribué dans le corps. Donc, ce qui est intéressant avec un médicament qui a plusieurs formes, c'est qu'on va pouvoir l'adapter à plusieurs situations. Par exemple, pour une forme péros, ça va être plus adapté pour un traitement qui est pris de routine, qu'on prend tous les jours, parce que c'est plus confortable pour le patient. Mais on a aussi des formes qui sont plus adaptées à l'urgence. Donc, tout ce qui est injectable, ça va agir plus vite. Donc, pour les formes péros, donc par voie orale, ça met environ 30-45 minutes à agir. La voie intramusculaire, c'est environ 15 minutes. Et intraveineux, il y a une action directe. Alors maintenant, je vais parler d'une forme particulière qu'on retrouve avec les antipsychotiques. Donc, c'est les antipsychotiques dits retard ou à libération prolongée, qui sont injectés au niveau musculaire. On retrouve l'acronyme APAP pour antipsychotique à action prolongée ou NAP pour neuroleptique à action prolongée. Alors, comment ça marche? Alors, en fait, dans la seringue injectable,
il y a des particules qui contiennent le principe actif. Et donc, ces particules, elles vont être déposées dans le tissu musculaire et elles vont former une sorte d'amas de graisse. Et ensuite, cet amas de graisse, il va être dégradé progressivement et puis il va être libéré lentement dans la circulation. Donc, voici quelques exemples d'antipsychotiques à libération prolongée. On a par exemple l'Abilify Maintena ou l'Aldol Decanoase. Et donc, l'avantage de ces formes à action prolongée, c'est qu'elles permettent une prise espacée dans le temps et aussi le maintien d'une dose efficace. Et il faut retenir aussi que la fréquence des injections, elle va dépendre des spécialités qui sont prescrites. Donc, maintenant que le principe actif est diffusé dans le sang, il faut qu'il atteigne sa cible. Donc, dans le cas des antipsychotiques, la cible de la molécule, ça va être le cerveau. Donc, maintenant que le médicament il a atteint sa cible, il va avoir des effets recherchés, mais aussi des effets indésirables. Donc, j'insiste sur le fait que pour un traitement antipsychotique, ce n'est pas un traitement curateur. Donc, on va vraiment agir sur les symptômes de la maladie. C'est ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Ce n'est pas un symptôme qui permet de guérir. Ça veut dire. Ce n'est pas un symptôme, c'est pas un traitement qui permet de guérir. C'est un traitement qu'il faudra prendre au long cours. Oui, c'est ça. Donc, on ne prend pas le traitement pour guérir, mais c'est un traitement qui va seulement agir sur les symptômes de la maladie. Voilà. Donc, aussi, tous les médicaments, vraiment tous, ils ont des effets bénéfiques, mais ils présentent également tous des effets indésirables. Et donc, le choix, en fait, comme il y a toujours des bénéfices et des risques liés à la prise de médicaments, il se fait selon la balance bénéfice-risque. Donc, pour qu'un traitement soit pertinent, il faut toujours que le bénéfice il soit supérieur au risque. Alors, comment se fait le choix du traitement chez le patient? Donc, les traitements ils sont plus ou moins efficaces en fonction du patient. On parle de variabilité interindividuelle. Il existe un grand nombre de molécules parmi la classe thérapeutique des antipsychotiques. Et en fait, ce grand nombre de molécules parmi la classe des antipsychotiques, il permet aux cliniciens d'avoir un grand choix et de pouvoir adapter la molécule à chaque patient. Et donc ça, on dit une dizaine. Une dizaine? C'est exact. Oui, une bonne dizaine, oui. Une bonne dizaine, ouais. Parce que c'est pas extensible, voilà. C'est des molécules qui sont plutôt anciennes. Hein. Il y en a plus. Oh. Ah. Ouais. Ça change de rien. C'est un voilà. Donc, J'expliquerai la fond de votre question. Donc, en fait, tout ce choix de molécules, on peut aussi l'appeler arsenal thérapeutique. Et le choix, il se fait en fonction du clinicien et des besoins du patient. Donc maintenant, on va essayer de simplifier la physiopathologie de la maladie, donc de l'expliquer, et comment avec les médicaments, on peut essayer d'agir sur ces mécanismes. Donc le but là, c'est pas de vous assommer avec un cours de pharmacologie, mais d'essayer un peu de simplifier les mécanismes d'apparition de la maladie et comment ces molécules elles vont marcher. Alors, la physiopathologie, elle est liée à un déséquilibre de la signalisation de la dopamine. Donc la dopamine, elle explique les symptômes dans les voies neuronales suivantes. On a la voie mésolimbique, donc qui est responsable des symptômes positifs. Donc il y a une région dans le cerveau où il y a un excès de dopamine et qui va être responsable de la survenue de symptômes positifs. Donc les symptômes positifs, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être par exemple l'agitation, les hallucinations, les délires, le sentiment de persécution. Il y a aussi une autre voie qui est altérée dans la physiopathologie et qui, elle, est responsable des symptômes négatifs. Donc là, on a un déficit en dopamine. Donc, exemple de symptômes négatifs, c'est l'anédonie. L'anédonie, c'est l'absence du ressenti de plaisir. Il y a aussi les troubles cognitifs, la pauvreté du vocabulaire,
l'émoussement affectif, le repli social et l'apathie. Alors maintenant, comment les antipsychotiques ils vont marcher sur ce mécanisme? Donc on a dit qu'il y avait trop de dopamine dans une certaine région qui était responsable des symptômes positifs de la maladie. Donc les antipsychotiques, en fait, ils vont venir bloquer cet excès de dopamine au niveau de cette voie. Et donc ça va concerner les antipsychotiques qu'on dit de première et de deuxième génération. Donc leur point commun, c'est qu'ils vont bloquer la dopamine, par le même mécanisme. Pour être encore plus précis, on peut dire qu'ils bloquent les récepteurs à la dopamine. Est-ce que c'est clair? Vous êtes perdu? Ouais, non, mais c'est pas grave, respectez votre rythme, mais ça fait beaucoup de On peut fois. reprendre après. Alors, il y a aussi la deuxième voie où la dopamine, elle est en quantité insuffisante, qui est responsable des symptômes négatifs. Et là, c'est plutôt les antipsychotiques de deuxième génération qui vont agir. Donc, ils vont augmenter la dopamine au niveau de la voie responsable des symptômes négatifs. Et en fait, cette élévation de dopamine, elle est liée à un deuxième mécanisme qui est en fait le blocage des récepteurs à la sérotonine. Donc, les antipsychotiques de deuxième génération, en gros, ils augmentent la dopamine où il en manque et la diminuent où elle est en excès. Et en fait, c'est ce mécanisme supplémentaire qui différencie les antipsychotiques de première et de deuxième génération. Donc, pour simplifier, antipsychotique de première génération égale blocage des récepteurs à la dopamine, et antipsychotique de deuxième génération égale blocage des récepteurs à la dopamine et à la sérotonine. Donc, pour distinguer ces deux classes, enfin ces deux classes d'antipsychotiques, elle est liée à leur oui. Donc en fait, cette distinction entre les antipsychotiques de première et de deuxième génération, elle est liée à une classification pharmacologique. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc à gauche, on a les antipsychotiques de première génération qui sont plutôt anciens, qui datent des années 50. Et à droite, les antipsychotiques de deuxième génération qui ont été développés dans les années 80. S'il te plaît, Claudine. Oh, c'est pas grave. Heureusement qu'on a des médecins. Donc attention, c'est pas parce que les antipsychotiques ils appartiennent à une certaine génération qu'ils vont avoir exactement les mêmes caractéristiques. Donc comme on voit par exemple pour la chlorpromazine, elle va avoir une action sur plein d'autres récepteurs. Et leur variabilité d'action, elle dépend aussi de leur effet sur d'autres récepteurs. Et l'efficacité aussi, elle est toujours individu dépendante. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi il y a des effets indésirables avec l'utilisation des antipsychotiques. Donc, il y a d'autres voies, en fait, dans le cerveau qui utilisent la dopamine. Donc, les antipsychotiques, ils vont bloquer la dopamine dans des circuits qui ne sont pas impliqués dans la maladie, ce qui va expliquer les effets indésirables. Et leur blocage, il est responsable des effets dits centraux. Donc, la dopamine, c'est aussi un neurotransmetteur qui est impliqué dans l'élaboration du mouvement et dans la sécrétion de prolactine. Donc, pour simplifier, la sécrétion de prolactine, elle est impliquée dans la régulation hormonale. Donc, on a besoin de dopamine dans le cerveau pour pouvoir élaborer des mouvements. Et il y a de la dopamine dans le cerveau pour pouvoir réguler les hormones. Donc, et en fait, ces antipsychotiques, ils vont venir perturber ces deux voies. Donc, ça va se manifester par des troubles du mouvement, comme par exemple l'acathysie. C'est un sentiment d'impatience où le patient il va vouloir se lever, se rasseoir, se relever, se rasseoir et se sentir très inconfortable. Le syndrome pseudo-parkinsonien avec des troubles d'élaboration du mouvement, des tremblements et la dystonie. Donc ça, c'est des contractions musculaires involontaires. Et donc les antipsychotiques, ils vont aussi perturber la régulation hormonale. Et ça va se manifester par l'aménorrhée, donc les troubles des règles, la gynécomastie,
des troubles de la libido et l'impuissance. La gynécomastie, c'est le développement du tissu mammaire chez l'homme. Alors, on retrouve aussi d'autres effets indésirables parce que les antipsychotiques, ce pas des drogues qui sont vraiment spécifiques à certains récepteurs et qui vont agir à d'autres niveaux. Ouais, problème technique. Il est fatigué. Avec le qui va faire. Allô? Oui, c'est bon. Donc, on retrouve aussi un effet antihistaminique. Donc ça va être comme les médicaments contre l'allergie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des médicaments contre l'allergie, mais ça donne de la somnolence. Mais ça va aussi augmenter l'appétit et, in fine, entraîner des prises de poids. Il y a aussi un effet anti-adrénergique. Donc ça veut dire qu'il bloque l'adrénaline. Donc ça se manifeste par des vertiges, de la somnolence, une baisse de la pression artérielle. Donc la baisse de la pression artérielle, c'est responsable d'hypotension orthostatique. Donc, par exemple, si on se lève trop vite, on peut avoir des vertiges. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant quand on met en place un traitement antipsychotique chez des personnes âgées, parce qu'il y a un risque de chute. On a aussi d'autres effets indésirables qui sont dits périphériques, donc pas dans le cerveau. Ils sont aussi appelés effets anticholinergiques ou muscariniques. Et ça se manifeste par de la sécheresse buccale, de la somnolence, de la constipation pour lesquelles on peut utiliser des laxatifs, mais aussi des troubles de la vision et de la sécheresse oculaire. Donc, pour les antipsychotiques de deuxième génération, il y a un effet indésirable qui est... Ouais, je vais parler fort. Non. Donc, pour les antipsychotiques, vous m'entendez au fond? Ouais. Donc, pour les antipsychotiques de deuxième génération, il y a aussi des effets indésirables, notamment métaboliques, sur les... Il a peur de moi. C'est un deuxième. Donc, notamment des troubles glucidiques et lipidiques qui, en fait, sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ça va vraiment concerner plutôt les antipsychotiques de deuxième génération. Donc, voilà un tableau récapitulatif de tous les effets indésirables. Il faut noter que ces effets indésirables, ils vont être plus ou moins invalidants pour le patient. Donc, ce qui peut orienter le clinicien vers une alternative thérapeutique. Et surtout, chez certains patients, on peut avoir l'apparition d'effets indésirables qui sont moins visibles par le clinicien, notamment chez les jeunes. Celui qui survient assez souvent, c'est l'impuissance. Donc, c'est important pour le patient de les communiquer au médecin pour qu'on puisse pallier à ce problème. Signaler. Sinon, je vais parler fort. Ouais, mais Ouais. je pense que c'est... Sinon, ça va couper. Quand je cherche avec. Alors, il y a un effet indésirable particulier pour un antipsychotique qui est très efficace, qui s'appelle la clozapine. Donc, c'est un antipsychotique de deuxième génération qui nécessite absolument de faire un bilan cardiaque. En fait, cette particularité est liée au fait qu'il est responsable de troubles sanguins qu'on appelle agranulocytose, donc absence de granulocytes. Et donc, c'est des cellules blanches qu'on retrouve dans le sang et qui sont responsables de notre réponse immunitaire. Donc, cette agranulocytose, cette absence de leucocytes dans le sang, il survient dans moins de 1% des cas, mais en fait, il va vraiment exposer le patient à un fort risque infectieux. Donc, pour éviter cela, 10 jours avant l'instauration du traitement, il va falloir faire un examen sanguin pour voir si toutes les constantes sont bonnes, puis surveiller les constantes sanguines toutes les semaines, les 18 premières semaines, puis tous les mois pendant toute la durée du traitement.
Donc maintenant, comment on surveille ces effets? Déjà, le clinicien, il va évaluer l'efficacité et les risques qui sont liés au traitement après plusieurs semaines de traitement. Et donc voilà, là, on a un tableau qui résume tous ces paramètres physiques et biologiques qu'il faut suivre chez le traitement. Donc on commence toujours par un bilan des antécédents personnels et familiaux. On fait un tour de taille et un IMC dans le temps pour voir si le patient prend du poids. On va faire des glycémies à jeun, des bilans lipidiques pour surveiller ces problèmes métaboliques qu'on a vus juste avant, et un ECG, électrocardiogramme. Donc ça, c'est le bilan cardiaque. Donc là, par exemple, pour le bilan lipidique, on voit qu'il est espacé dans le temps, donc j'arrive pas à voir. À 5 ans, ouais. Mais par exemple, si le patient, on voit qu'il a un tour de taille qui augmente, ou si l'IMC augmente, ces bilans lipidiques, ils peuvent être faits plus fréquemment. Donc, je vous ai mis des ressources à disposition sur les médicaments. On a par exemple les fiches du Rhizopic qui sont assez bien faites, donc qui recensent plutôt bien toutes les informations qu'il faudrait sur les médicaments. Et puis l'application NBN3. Et vous pouvez aussi vous orienter vers les pharmaciens de ville. Voilà, merci pour votre attention. Il reste combien de temps? J'ai des questions. Non, c'est efficace, vraiment, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est un mot complexe. On va revenir dessus. On peut revenir, je vais poser une question sur le traitement. Celui d'avoir des micros participants. Le temps des questions-réponses. Si vous voulez poser une question, vous pouvez éventuellement vous lever et parler un peu plus fort si c'est possible. Je voulais poser une question en ce qui concerne justement, je disais, les différents traitements. J'ai entendu qu'il y en avait une dizaine. Bon, d'après le docteur Bouznan, il en existerait plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils a pris dans un premier temps la clozapine. Et quand j'ai été demander un conseil à un psychiatre, il m'a dit c'est curieux parce que mon fils a 24 ans. Il m'a dit c'est curieux, la clozapine, on le donne en général en fin après qu'on ait essayé pas mal de formules. C'est sûr que ça m'a inquiété. Et là, enfin, ça veut dire qu'après, il n'a plus d'autres. Si ça ne marche pas. Il faut vous réjouir parce que vous auriez pu vous dire, on est allé encore plus rapidement vers un traitement qui aurait pu être efficace. Donc c'est une question de raisonnement aussi. Moi, je l'ai pris plutôt en disant. C'est le problème, voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre un pharmacologue, un psychiatre et un parent. Voilà. On peut être parent et psychiatre, on peut être parent et pharmacologue aussi. Voilà, pour la clozapine, ce qui concerne le plus, pourquoi on l'utilise en dernier recours, c'est parce que il y a cet effet indésirable qui peut être assez dangereux. C'est ça. Et ce qui s'est passé. C'est ça qu'elle est en général utilisée en dernier recours. D'accord. Et j'aurais une autre question sur le traitement. Il est en surdosage. On a eu avec Abilify, donc une dose de 30 mg. Il y a eu apparemment un examen de plasma ou quelque chose comme ça, je ne connais pas le terme. Il est à 700. Donc là, le médecin demande qu'on réduise par sécurité. Je voudrais juste savoir, alors, je ne sais pas si c'est peut-être le psychiatre, ça marche un peu. Je ne sais pas si c'est le psychiatre ou le pharmacologue qui va répondre. Est-ce que la question que je me pose, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui arrive maintenant, donc c'est une inquiétude, il est à domicile. Est-ce que il ne peut pas rester avec une dose réduite trop longtemps? Ça a été réduit de 30 à 20 mg. Donc, ça a été la catastrophe en 3-4 jours. Donc, on l'a remis à 30 mg suite au conseil de mon médecin généraliste qui a fait dans l'urgence parce que je n'avais pas de psychiatre à interroger. Lundi, il y a une décision qui doit être prise. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'une réhospitalisation ou est-ce que quelque chose peut être fait depuis la maison? Parce que j'imagine qu'il y a des effets secondaires, des choses comme ça à gérer pour la famille. Est-ce que c'est faisable? Toi, moi, peut-être. Pour la... Ah non, je vais la question. Oui, tout peut être fait à la maison.
en fonction d'une surveillance, ça dépend de l'âge, etc. Beaucoup de choses peuvent être faites à la maison. Il faut savoir, je ne l'avais pas dit, le délai d'action des antipsychotiques, je crois que vous l'avez peut-être dit, c'est 15 jours. Donc, il y a toujours 15 jours qui est un petit peu difficile. Voilà, il faut attendre 15 jours. Après, le maximum, c'est 4 à 6 semaines. Mais tout est toujours possible. Ça se construit avec le patient, avec la famille, en fonction de son état. On privilégie toujours à domicile, mais si on voit que la surveillance est compliquée ou que la personne est toute seule, voilà, à ce moment-là, on peut proposer d'autres choses. Mais bien sûr, ça peut se faire à domicile, toutes les adaptations thérapeutiques. Il y a juste la clozapine qu'on introduit quasiment jamais à domicile parce que vraiment, ça nécessite une surveillance, c'est très lourd. Voilà. Mais clozapine qui est vraiment un excellent antipsychotique, hein, voilà, qui est le Rolls-Royce des neuroleptiques. Ah oui, c'est la Rolls-Royce. Voilà. Mais avec les risques quand même qui sont. Mais des risques qui sont très mineurs. Moi, j'ai jamais rarissime. C'était quand c'était la granulocytose, tous les neuroleptiques ont ce risque-là. La clozapine plus que les autres, mais avec une bonne surveillance. Moi, j'ai jamais eu de problème. Avant, on la mettait sans surveillance, à dose très élevée, etc. Et le mélange clozapine-Soliant. Le clozapine, plus plein d'autres. On peut maintenant, on ose et ça marche bien. Voilà. Le clozapine, en fait, on peut la mettre avec tout ce qu'on veut, entre guillemets, à partir du moment où on surveille bien. Il y a quand même en très peu de temps deux risques de surdosage. La première fois avec un risque. Oui, alors les risques de surdosage, alors là, en général, nous, on travaille beaucoup avec les pharmaciens. Les dosages, c'est des mesures comme ça. C'est la clinique qui prime. Il faut vérifier effectivement. Mais il y a des patients qui ont besoin d'un dosage un peu plus élevé et qui vont très bien. Il ne faut pas regarder. C'est un risque avéré, c'est-à-dire qu'il a été sous surveillance. Oui, bah après ça se. Oui, mais. C'est pas moi qui l'ai demandé. Hein, non, mais bien sûr, mais c'est des risques. Une fois qu'ils sont connus, ils sont contrôlés. Après, bah, ça revient à la normale, etc. Il faut voir qu'on est passé d'il y a 20 ans. On ne faisait jamais un électrocardiogramme aux patients. Moi, il y a 25 ans, je ne faisais jamais et je n'avais jamais eu de problème cardiaque. On est passé de rien à énormément, ce qui est beaucoup mieux. Hein. Mais il ne faut pas non plus stresser les gens parce que sinon, voilà, le risque d'agranulocytose est vraiment plus important. Enfin, bon, c'est vrai que le problème cardiaque, c'est vrai, il y a les morts subites, mais c'était souvent avec des doses quand même très, très importantes. On est plus aux doses qu'on mettait il y a 20 ans. Hein. Voilà. Mais voilà, on a toujours le temps. Hein, c'est pas. D'autres questions? Il faudrait passer des questions. Merci. Je crois que c'est l'olanzapine, le Zyprexa. C'est ça? Oui. La DCI du Zyprexa. On n'entend pas. Oui, la DCI du Zyprexa, c'est l'olanzapine. Oui. Je m'étonne qu'on ait prescrit ça à tour de bras alors que ça pouvait entraîner une prise de poids vraiment très très importante. Et suivant un effet de mode un petit peu il y a une quinzaine d'années. Voilà. Mais ce qui va avec, c'est il faut être au plus près des effets secondaires de son patient pour pouvoir bien, pour que l'observance soit maximum et que le traitement soit pris régulièrement. La granulocytose sous clozapine, c'est 0,5%. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est parce que l'olanzapine était très efficace à des ressemblances très proches, je crois, avec la clozapine. Je me tourne vers le pharmacien pour être sûr. Et qu'effectivement, il y a très peu de nouvelles molécules qui ont été créées. La Abilify, ça fait 20 ans. Hein. Donc, quand il y avait une nouvelle molécule, nous, on était plutôt contents à se dire on va l'offrir aux patients. Après, effectivement, on a vu les effets secondaires, mais on les découvre toujours un peu plus après. Mais ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est aussi que voilà, c'était efficace. Mais maintenant, on ne le met pas en première intention, l'olanzapine, vous avez raison, mais ça reste très efficace. Je ne sais plus qui était. Le poids au niveau des médicaments est inférieur à d'autres. Oui, alors, oui, c'est tout à fait. Je pourrais le dire. Je voudrais signaler une chose. Moi, je suis maman d'une personne atteinte de troubles schizoaffectifs. Et pour rassurer un petit peu par rapport à la clozapine, elle a été traitée par différents traitements. Elle avait l'association Risperdal d'Epacop pendant un certain temps qui l'a stabilisé à peu près. Puis il y a eu toute la polémique du Depacop, donc tout ça a été
supprimée. Après, il y a eu toute une période où elle était mise sous Abilify, qui l'excitait énormément. Et ça a été catastrophique. Elle a joué au jeu. Et ça a duré pendant 3 ans avant qu'on puisse en changer. Après, il y a eu la réintroduction de la dépakine, qui a été, j'ai un petit peu insisté parce que c'était des hospitalisations sous contrainte sans arrêt avec l'Abilify, pour essayer de changer et d'envisager, comme l'avait à un moment donné suggéré certains de ces psychiatres à une époque, de tenter d'instaurer la clozapine. J'avoue que moi-même, j'avais été un peu effrayée, parce que quand on regarde le Vidal, par exemple, là, on se dit, c'est pas possible, ça. Et puis, malheureusement, la clozapine a été instaurée en même temps qu'il y avait encore la dépakine, et elle a fait une chute de globules blancs, c'était à l'hôpital. Donc, on a dit non, c'est fini, plus jamais de clozapine. Et en fait, après une réhospitalisation et l'avis du centre de pathologie résistante de Sainte-Anne, petit à petit, on a réussi à pouvoir reprendre de la clozapine avec un protocole justement adapté aux personnes qui ont fait des baisses de globules blancs précédentes. Et il semblerait, d'après la littérature, que l'association avec la dépakine ait pu provoquer cela. On lui a d'abord mis du lithium et de la clozapine, mais l'instauration a été faite de façon par palier très progressif sur du long terme. Et depuis, ça fait 3 ans qu'elle est sous lithium et clozapine, qu'elle ne retourne plus se faire hospitaliser et qu'elle reprend sa vie en main, vraiment, avec des projets, voilà. Donc, lui surveille ses globules blancs comme il se doit, tous les mois, ils sont toujours nickel. Voilà. C'était juste un témoignage. Faire une précision. Madame, s'il vous plaît, je fais juste une précision et vous avez raison d'insister parce que on a entendu parler des risques. Il y a une nuance très importante, un facteur 10 à un facteur 100 entre agranulopénie et agranulocytose. Pardon, on utilise des termes techniques, mais c'est très différent. On n'entend pas. Oui, je voulais dire justement qu'il y a une différence extrêmement importante entre le risque de voir diminuer les globules blancs et le risque de voir disparaître les globules blancs. Ce n'est pas la même chose, et cette dame vient de faire la nuance. Donc, il y a environ un risque qui s'apparente à 5% de risque de diminution des globules blancs, qu'on peut obtenir avec du Doliprane ou de l'aspirine, je vous rassure. Et il y a le risque d'agranulocytose, c'est-à-dire de mort des globules blancs, qui est un risque qui est minime, qui est moins de 0,7%. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important de le préciser. Je le dis à votre place, hein, pardon. Oui, merci. C'est un peu le chiffon rouge. C'est un peu le chiffon rouge, la clozapine. Oui. On va vous mettre sous clozapine. Tant mieux. Oui, mais il faut accepter, hein. Quand on vous propose ça, c'est vraiment un bon traitement. Hein. Oui, bonjour. Je suis la sœur et la curatrice de c'est ma maman. Et donc, ça fait 25 ans, 28 ans qu'il a été diagnostiqué trouble schizophrénique. Et donc, au début, il avait des traitements assez légers. Et au fur et à mesure, on a augmenté les traitements. Donc là, actuellement, il a 2, si j'ai bien compris, il a 2 antipsychotiques de première génération, 1 de deuxième génération. Et je voulais savoir, avec des doses assez importantes, et je voulais savoir, au fur et à mesure des années qui passent et des symptômes qui augmentent, s'il pouvait y avoir une résistance au traitement. Oui, Une question embarrassante. Alors, bon, les avis sont partagés, on va dire. Tout le monde ne tranche pas. Il y a des gens qui disent qu'il faut toujours remettre en question un traitement qui ne marche pas. C'est plutôt ça. C'est soit il marche et on est content, et s'il marche, il n'y a pas de résistance. Soit il ne marche pas,
Et à ce moment-là, il faut voir pourquoi il ne marche pas. Est-ce que c'est parce que de donner trop, mais vous avez vu comme la pharmacologie est très complexe, hein. Un côté c'est trop, un autre c'est pas. Donc c'est, comme je dis toujours, les traitements c'est du sur-mesure. C'est vraiment pas du prêt-à-porter. Il y a des médecins qui disent qu'effectivement, quelquefois, il faut faire des arrêts de temps en temps. Voilà. On ne sait pas trop encore. Mais typiquement, il faut plutôt se dire, il ne faut pas faire le millefeuille. Il y a un moment, quand il y en a 3 qui ne marchent pas, bah, il vaut mieux, par exemple, essayer la clozapine, qui ne marche pas à tous les coups. Mais ça vaut tout à fait le coup de se dire, on essaye un autre médicament qui a d'autres. Parce que la clozapine, les adeptes, ils disent ça n'agit pas que sur la dopamine, ça agit aussi sur la membrane, sur la flexibilité. On n'a pas parlé de toutes les choses sur les oméga 3, etc. Donc, voilà. Mais ça, c'est à discuter avec le médecin et avec le patient, parce que quelquefois, il y a des patients qui ont peur de changer de traitement. Le traitement n'est pas nickel, mais ils ont peur de changer. Et ça, ils ont raison. Ils savent ce qu'ils perdent, ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner. Donc, tout ça, ça se discute, ça se fait progressivement, voilà, ça s'adapte, voilà. Mais c'est toujours la question bénéfice-risque. Mais on va dire d'un point de vue pharmacologique, contrairement à les benzodiazépines, où là, clairement, il y a une accoutumance, etc., et on est obligé d'augmenter les doses, normalement, non, j'ai une neuroleptique. Mais on ne sait pas tout. Alors, en cas de crise, on peut augmenter, mais moi, je trouve qu'après, il faut regarder, la crise, c'est dû à quoi, comme je vous ai dit, quelquefois, c'est très complexe, il peut y avoir d'autres choses, des dépressions, voilà. Donc, mais ça ne sert à rien, il y a un moment, ça ne sert à rien d'augmenter. Si on augmente trop, on sature les récepteurs, il n'y a plus d'efficacité, il n'y a que des effets secondaires. Donc, à un moment, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà, donc il vaut mieux en discuter. C'est vrai que nous, on fait dans notre service des staffs cas complexes, comme ça, quand il y a des moments où on n'y arrive plus, on ne sait plus quoi, ben on se met avec les pharmaciens, on essaie de regarder, on regarde. On fait ce qu'on appelle un chimiogramme, on fait tout l'historique et on dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on a essayé avec clozapine, pourquoi on l'a arrêté, est-ce qu'on l'a pas fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de militer pour la clozapine parce qu'effectivement, vous dites quand on regarde, on se dit oh là là, alors que vraiment en pratique, moi j'ai même une patiente qui l'a depuis, ma petite patiente là, qui a depuis 20 ans. Elle fait une prise de sang tous les 2 mois, il ne faut pas le dire, hein. Mais je lui dis, mais de toute façon, le risque, il est au tout début. Et après, d'un commun accord, elle connaît très bien, elle fait une prise de sang tous les 2 mois. J'ai arrêté de lui faire tous les mois. Donc, parce que le risque, il est très modéré. Mais typiquement, la clozapine, il y a aussi des médecins qui ont du mal, qui ont peur un peu parfois de le prescrire quand on n'a pas l'habitude, alors que vraiment, c'est très facile. Enfin, c'est au début un peu difficile. Voilà. Mais ça peut être fait à l'hôpital, ça peut être fait dans des cliniques, hein. Il y a des cliniques, on n'est pas obligé de passer par le secteur, parce que quelquefois, c'est bien aussi, il y a des patients, ils ont du mal à retourner dans un endroit. Voilà. Mais ça peut être fait n'importe où. Même si ça arrive rarement, mais ça peut arriver qu'il y ait une baisse de ces globules blancs, il y a toujours un moyen de les faire remonter grâce à des facteurs de croissance. Donc, ils sont injectés, mais on ne va pas suspendre la clozapine et laisser le patient décompenser comme ça. Question, on ne comprend pas. Monsieur qui avait une question. Oui, je voulais par rapport à la dopamine, elle fluctue. Vous avez fait, ça monte, ça descend, mais elle peut fluctuer, non? Elle peut être en haut ou en bas des fois, non? Oui, en effet. Donc c'est pour ça que vous avez fait, ça monte et ça descend. On a l'impression que c'est... Alors là, je parlais dans le mécanisme de la pathologie, je parlais plus d'un excès de dopamine. Donc, sur le schéma, je faisais plus référence à un excès de dopamine. Pas elle monte. Elle est plus élevée. Ou alors, quand la flèche, elle descend, c'était un déficit en dopamine. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas sur la même région du cerveau. Non. Ouais. Ah, parce que la flèche, ça fait intéressant d'avoir... Ah oui, mais... Une autre question? C'est très compliqué, hein. Même moi, psychiatre, Ça explique pas tout. En fait, c'est un peu la reprise de la question de madame. Vous avez votre expression, enfin, quelquefois on ose mettre du Soliant avec la clozapine, et je me demande comment vous osez mettre un autre neuroleptique et c'est pas entrer dans un cercle vicieux où on se retrouve avec une dizaine de médicaments. Alors, il y a une chose différente entre
Deux choses différentes entre oser, prendre des risques. Moi, donc mes expressions, c'est on ne change pas une équipe qui gagne, mais on change une équipe qui ne gagne pas. Et il ne faut pas se dire, voilà, un traitement, faut oser prendre des risques de se dire, on change. Alors, moi, je suis contre les millefeuilles. Un traitement qui ne marche pas, soit il marche à 80% et il reste 20%. Et là, je me dis, OK, je vais rajouter quelque chose pour le potentialiser. Soit il ne marche pas et je le change. Je ne vais pas laisser un médicament qui ne marche pas. Mais ça, c'est parce que j'ai été élevée un peu, j'allais dire, à la rigueur. Voilà, on met 6 semaines, si ça ne marche pas, on change. Oui, c'est 6 semaines. Hein, on se laisse le temps, ça ne marche pas. Tout le problème, c'est quand ça marche à 80%. Après, là, on regarde, est-ce qu'il y a des effets secondaires, ça, on en discute, on réfléchit, voilà. Et oser, c'est quoi? C'est un patient sous clozapine, ce n'est pas complètement suffisant. Mais quand même, on sait que la clozapine, ça reste vraiment le traitement de référence. On va potentialiser avec autre chose. Voilà. Ou alors, typiquement, on va mettre autre chose parce que j'ai, par exemple, des patients qui sont, malgré la clozapine, ils restent très délirants. Donc, ils vont vouloir l'arrêter et on met un traitement injectable. Comme ça, je suis sûre que s'il arrête la clozapine, au moins, il ne va pas tout de suite être très, très mal. Voilà. Pourquoi je dis oser? Parce qu'il y a 20 ans, c'était clozapine, on n'avait pas le droit de le mettre avec un autre neuroleptique. On mettait clozapine tout seul. Et après, on s'est rendu compte que ben non, en fait, clozapine, c'est bien, mais c'est bien d'ajuster comme chaque patient est différent. Je ne parlais pas seulement de la clozapine, par exemple, ouais. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de médicaments, plusieurs neuroleptiques, et c'est ma question. Pourquoi, comment vous faites ce mouvement? Alors, c'est Ne respecte pas la chose. C'est parce que les collègues ne respectent pas obligatoirement les recommandations. Voilà. Et parce que quelquefois, on écoute trop les patients qui disent « Oh non, ne enlevez pas mon traitement, etc. » et qu'il faut parfois aussi lutter. Parce qu'il y a des patients, on leur dit « Non, là, il faut vraiment changer, vous n'êtes pas bien. » Ils ont leur foot d'habitude. Mais vous avez raison, normalement, on ne devrait pas être dans ça. On devrait être dans quelque chose de très clair. Ça marche, on le laisse. Ça ne marche pas, on en change. Et quand c'est un peu limite, et ben là, voilà. Mais les recommandations sont très claires. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. C'est une monothérapie. Normalement, un anti... Alors, il faut faire attention, hein, parce que les recommandations, c'est beaucoup financé par les labos. Hein. Donc, moi, je fais quand même attention. Celle de Palodène, celle de... Non, mais par exemple, la Abilify, on met la Abilify injectable à tout le monde. Voilà. Mais globalement, on est quand même tous d'accord. Un traitement, monothérapie, toujours monothérapie. Si ce n'est pas efficace, on change. Voilà. Et si vraiment, au bout de 3, donc le clozapine, je ne sais jamais si c'est la 3e ou 4e. Donc, au bout d'échec de 3, c'est vrai que j'aimerais bien mettre rapidement. Donc, on essaie 3. Et si au bout de 3, ça ne marche pas, clozapine. Après, comme je vous dis, c'est quand on est à efficacité partielle. On se dit, bon, bah là, on est déjà content. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque d'avoir un qui va marcher moins bien, hein, efficacité à 80%? Là, on peut se dire, il va mieux, il a encore quelques petites hallucinations. Je dis par exemple, on va faire un truc. L'Abilify, ça va bien, mais ce n'est pas très anti-hallucinatoire. Il est bien avec l'Abilify, mais il lui reste quelques petites hallucinations. OK, je rajoute un petit peu d'aldol. Ou un peu de... Voilà. C'est ce genre de choses. Mais après, normalement, si ça ne marche pas, ben on est obligé de tout arrêter et de recommencer. Voilà. Ça ne sert à rien d'en rajouter un 3e. Ça, c'est aberrant. Et jamais plus de 2 antipsychotiques de chaque classe. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a la classe, ceux qui sont antidélirants, donc jamais plus de 2. Et après, vous avez tous ceux qui sont anxiolytiques, tertians, nauséants, etc. Mais ceux-là, normalement, c'est pareil. Normalement, ce n'est pas un traitement de fond. Normalement, il faut aussi, c'est là où je dis qu'il faut aussi chercher les troubles anxieux qui ne sont pas soignés par les neuroleptiques. On a un peu trop tendance, tous les troubles anxieux, ça va être plutôt éventuellement soit des antidépresseurs, soit des techniques de psychothérapie. Donc, c'est pour ça aussi que moi, quand je parle des TAC, les phobies, moi maintenant, les symptômes anxieux, mes patients, je les soigne avec des séances. Il faut parfois 1 ou 2 séances de psychothérapie qui soignent leurs angoisses, qui ne sont pas des angoisses psychotiques, qui sont des angoisses d'un trouble anxieux, comme vous et moi, entre guillemets. Voilà. Non, je ne suis pas dans le privé. Je ne le suis plus. Merci. Moi, j'ai une question à propos des changements de dosage.
bon, la clozapine, effectivement, on a beaucoup d'efficacité. Hein. Bon, néanmoins, les effets secondaires deviennent, avec le temps, au fur et à mesure des années, inquiétants. Je parle de la prise de poids, difficilement contrôlable, et des effets sur la santé physique. Donc, est-ce qu'il peut y avoir alors je ne dis pas expérience, mais des tentatives de baisse, par exemple, de dose de la clozapine sans danger de voir réapparaître ou augmenter les troubles anxieux? Ben, je dis cela parce que, bien sûr, bon, j'accompagne mon fils depuis 20 et quelques années, et à un moment, il y a eu une imprudence, c'est-à-dire un changement de médicament sans que la famille soit prévenue, et l'ouverture vers des troubles d'anxiété énormes. Bon, la clozapine a rétabli beaucoup de choses, mais sans régler l'anxiété, et il y a un problème de prise de poids. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, une hospitalisation pour surveiller le patient? Est-ce que ça se fait avec baisse mais avec les problèmes de manque de lit, etc., est-ce qu'on a encore accès? Alors d'abord, première chose, la prise de poids. La prise de poids, c'est une association des médicaments et d'autres facteurs. Le fait de ne pas bouger et d'avoir une alimentation déséquilibrée. En général, non, d'accord. Mais moi, j'ai des patients qui avaient pris 10 kilos avec une bonne façon de faire. Normalement, on peut déjà réduire. Il y a aussi, on peut mettre de la metformine. Enfin, il y a d'autres, la metformine qui est un antidiabétique qui permet de limiter la prise de poids. Normalement, la prise de poids, si on le prend au tout début, si dès le début on dit on va faire ensemble attention, ça peut se limiter à 2-3 kilos. Voilà. C'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux que les traitements anti-cancéreux qui font perdre leurs cheveux et qui ont plein d'autres complications. Il y a d'autres manières, éventuellement, mais ça c'est vraiment, on tombe dans des choses très spécialistes, éventuellement la clozapine, d'augmenter, de baisser, mais de mettre par exemple des antidépresseurs qui augmentent le dosage. Voilà. Donc, il faut en discuter. Effectivement, il faut en discuter avec le patient, la famille, qui est toujours là un peu autour, mais c'est quand même le patient qui, à la fin, décide de ce qui est le mieux pour lui. C'est une prise en charge un peu globale. Mais, alors, l'hospitalisation, là aussi, ça dépend des patients. Il y a des patients, vous leur dites hôpital, ils vont dire non. Donc, ils préfèrent baisser. Et par contre, moi, effectivement, je fais toujours ça. Je dis, d'accord, si vous voulez faire à la maison, moi, je veux voir une personne de confiance pour qu'elle soit au courant qu'on baisse et pour voir comment ça se passe. Il n'y a pas de risque, on baisse, il va moins bien, on remonte. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'urgence. En psychiatrie, à part les idées suicidaires graves, il y a 0 urgence. Donc, on peut aussi faire d'adapter les choses. Si la famille, le patient est rassuré de le faire à l'hôpital, on peut le faire aussi en clinique privée. On peut être suivi sur son secteur, mais quand on est stabilisé, après un moment, on peut être suivi et le patient, s'il demande à être hospitalisé, il peut être hospitalisé dans une clinique privée où là, ils vont avoir moins les urgences, etc. On prévoit, dès qu'il y a une place, vous êtes hospitalisé et on fait cette adaptation thérapeutique. C'est vrai qu'il y a des manques de vie essentiellement dans le service public. Oui, c'est beaucoup dans les services publics. Là, il y a effectivement dans notre hôpital, il y a 30% des lits qui sont fermés. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Voilà. On se fait un peu engueuler par les urgentistes parce que les patients attendent aux urgences, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Madame, et puis elle me suit. Oui. Il faudrait adapter sa dose de traitement. Oui. Bon, mon frère est schizophrène. En fait, la question que je me posais, en dehors des effets secondaires sur le poids, à l'inverse, est-ce qu'on étudie le lien entre le microbiote et le cerveau sur l'origine de la maladie? Alors, à travers les virus et les bactéries. Pas là-dessus. Non, c'est pas là-dessus. En fait, voilà, le microbiote, c'est tout ce qui tourne autour du syndrome neuroinflammation.
C'est tout ça, c'est le fait de se dire que, parce que le microbiote, c'est la barrière, et si on a une mauvaise barrière, il va y avoir d'abord moins de neurotransmetteurs, mais éventuellement aussi beaucoup de neuroinflammation. Donc, c'est pour ça que l'alimentation, mais pas que l'alimentation, aussi l'hygiène de vie, le fait d'être en milieu urbain. Oui, alors on est au tout début, mais oui, moi, mes patients, par exemple, ils ont une petite ordonnance où je leur mets des oméga 3, je leur donne manger des sardines, manger des aliments probiotiques, voilà, c'est un ensemble de choses. Sur la prise de poids aussi, d'ailleurs, parce que l'étude le montre bien. Il y a des prises de poids qui sont traitées, même de l'obésité, indépendamment des troubles schizophréniques, qui sont traitées en améliorant le microbiote. On a une alimentation totalement... Une alimentation totalement qui ne favorise pas la bonne santé mentale. Hein, on a une société qui est pas du tout... Voilà, entre le fait de vivre en ville, de ne pas bouger, de mal manger, tout ça. Et en plus, en ce moment, il y a de regarder des nouvelles en continu. Tout ça, c'est anxiogène. Voilà. Donc, tout ça, ça favorise une mauvaise santé mentale. Donc, déjà, il y a de base, il faudrait déjà repenser sa manière pour être en bonne santé mentale. Et à l'origine, est-ce qu'il n'y a pas des bactéries prions ou Non, à l'origine, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Si on aurait déjà trouvé sinon. Hein. C'est comme voilà, c'est multifactoriel. Donc, il ne faut pas se dire, et c'est pour ça que pour l'instant, on n'en est pas encore à la psychiatrie de précision où on ferait une prise de sang pour lui dire, voilà, vous avez tel type de trouble schizophrénique, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pour tous les patients faire une prise en charge globale. Le traitement, il est personnalisé, mais dire, allez-y, allez vous balader dans la nature, faites du sport, voyez des gens et mangez bien. Ça, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Hein, et encore plus pour ceux qui ont un cerveau finalement fragile, puisque les gens qui ont des troubles schizophréniques, c'est ça les gens à ultra haut risque. C'est les gens qui en fait ont une petite vulnérabilité. Il faut qu'ils fassent particulièrement attention. Ah oui, et bien dormir et pas de prendre de toxiques. Enfin, voilà, on peut boire un peu de vin de temps en temps, mais voilà, c'est ça, c'est prendre soin de son corps en fait, encore plus que les autres. Voilà. Oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Déjà que c'est pas facile à faire. Ah oui, oui. Oui. C'est sûr que les toxiques, c'est la catastrophe, hein, c'est sûr. Mais je ne sais pas comment ils font d'ailleurs s'il y a un problème en Hollande. Quelqu'un qui demande la parole. Ah bah, La suite. Oui, une toute petite question. Alors moi, je suis avocat, Ouais. Parlez plus fort. Sans micro, mais plus fort. Micro, c'est bien. Ok, très bien. C'est juste une question, moi, du coup, qui m'intéresse, pratico-pratique, sur l'information que vous donnez aux patients dans le secret de votre cabinet. Je suppose que quand vous choisissez un traitement pour ce patient, vous avez donné une information. Comment vous assurez que cette information a été... Comment vous assurez que cette information a été bien reçue, bien acceptée et que vous avez le sentiment qu'elle a été donnée de façon loyale? Alors, j'ai fait un DEA, donc d'éthique sur l'information délivrée aux patients schizophrènes dans le cadre du consentement aux soins. Donc, normalement, j'essaye de donner une information claire, loyale, qui est de pouvoir leur dire, mais c'est ce que je disais, c'est tout le problème du diagnostic, c'est qu'avant de dire, voilà, il faut être sûr du diagnostic, mais j'y vais progressivement. Je le répète, je vérifie qu'est-ce qu'il a compris, puis très souvent, moi je le sais, les patients, je leur dis, puis un an après, ils disent, mais docteur, vous m'avez toujours pas dit le diagnostic. Je dis, heureusement que je prends des notes. Attendez, vous exagérez, il y a 2 ans, on en a déjà parlé. Donc, on sait que l'information, ça se répète. Voilà. Maintenant, on est beaucoup plus. Moi, je faisais ça depuis 20 ans. On était beaucoup moins dans la psychoéducation. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour que les patients s'informent sur Internet. Hein. Mais alors, après, on y va progressivement parce qu'effectivement, on fait attention. L'annonce d'un tel diagnostic, surtout avec la stigmatisation, c'est pas tant. Moi, j'essaie de leur dire, surtout, vous lisez pas les. Oh, ouais. Je leur dis surtout, regardez pas les choses où vous m'en parlez parce qu'on lit tout et n'importe quoi sur Internet. Parce que on peut, voilà, entre la vision très fataliste, oh là là, la schizophrénie, c'est l'enfer, etc. Et puis nous, au quotidien, notre expérience, donc je vais y aller très rapidement, les formes très primaires, c'est entre 10 à 20%.
Mais moi, par exemple, sur mon service, on s'occupe de 1700 patients en suivi de consultation. Il y a à peu près la moitié de patients qui ont des troubles schizophréniques. On a 2 cas très sévères qui, pour l'instant, n'arrivent pas, 3, 4, qui n'arrivent pas à sortir de l'hôpital. Tous les autres, ils sont suivis en ambulatoire, il y en a qui travaillent, etc. Mais quand on lit les livres, on ne lit pas du tout ça. On voit, parce que c'est normal, on voit que les effets. En médecine, on a toujours tendance, c'est comme d'ailleurs dans les médias, on parle que des problèmes, on ne parle pas de toutes les réussites. Donc, on a une vision biaisée. Et puis, effectivement, maintenant, on traite beaucoup mieux les patients avec des plus petites doses. On s'intéresse aux effets secondaires. Il y a 20 ans, c'est pareil. Moi, les psychiatres dans cette génération, ils pouvaient dire, oh bon, il prend du poids, il prend du poids. Et c'est vrai qu'ils avaient connu les patients enfermés qui ne sortaient pas de l'hôpital. Donc, c'était ça aussi. Il faut voir qu'ils disaient, déjà, il délire plus, il faut déjà être content. Il prend du poids. C'est pas grave. Je dis, si, on peut peut-être faire un peu tout ensemble. Tout ce qui tourne autour du rétablissement, etc. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il faut distiller l'information progressivement, parce que, ou alors vraiment dire, attention, lisez pas tout dans les livres, vous venez me poser des questions, parce que, voilà, on peut vite, comme je vous dis, paniquer, se déprimer. C'est pas facile. C'est toujours difficile, mais moi, c'est ce que je dis aux patients. Quelquefois, avoir un diabète, ça peut être plus handicapant qu'une maladie psychiatrique. Voilà. On peut avoir les deux, voire plus de choses. Mais ce n'est pas un diabète où vous devez vous piquer. C'est les comprimés. Et voilà. Alors, moi, j'ai plusieurs choses à dire de tout ce que j'ai entendu. D'abord, j'ai envie de témoigner par rapport à la dame qui se demandait s'il y avait une accoutumance et du coup moins d'effet pour les médicaments à long terme. Dans mon cas, parce que je suis schizophrène, ça fait 20 ans que je prends le même traitement, avec du Zyprexa tous les soirs et du Largactil une fois par semaine, parfois plutôt une semaine ou 2 semaines, pour faire en gros, le Zyprexa ne suffit pas, mais en gros, c'est comme réactualiser, sur voilà, une page blanche et repasser. Voilà. Par rapport au traumatisme, tout à l'heure, vous disiez que les hallucinations sont en soi un traumatisme, c'est vrai. Vous disiez que c'était la plupart du temps des hallucinations négatives, que c'était très négatif. C'est pas vrai. Des fois, on a des hallucinations qui sont positives. Et dans ce cas-là, on a moins tendance à en parler ou à chercher à se faire soigner, forcément. Par contre, il y a un traumatisme dont vous n'avez pas parlé, c'est celui de se faire interner. La prise en charge parfois est traumatique et parfois il faut traiter ça en thérapie derrière, c'est-à-dire que ça fait partie des plus gros traumatismes, autant que la maladie elle-même. Et pour finir, la psychoéducation. Alors moi, on ne me donne pas que le Zyprexa et le Largactil dans l'ordonnance. On m'a donné aussi à la carte du Lexomil, du Seresta. Donc je prends un peu ce que moi je sens important. Et donc ça c'est important, la prise de conscience, l'éducation à l'automédication. Donc avec la liberté d'adapter. Pendant les premières années, une fois par semaine, je ne prenais pas de médicaments, un soir par semaine, parce que le lendemain, je me sentais beaucoup plus vivante. Et j'avais besoin de ce moment où j'avais toutes mes émotions, où j'étais pleinement moi-même, et où même j'avais des crises de rire, des crises de larmes, enfin, je me sentais plus vivante. Et j'en avais besoin. Et passé des années, maintenant, je me sens plus... je suis médicalisée et j'ai plus aucun symptôme sous traitement. J'ai pu faire des études supérieures, 5 ans d'études, j'ai un master. J'ai pu élever 2 enfants. J'ai 2 enfants, dont un de 20 ans et un de 17 ans. J'ai eu des traumatismes extrêmement graves qui ne guériront pas. C'est pour ça que le traitement sert de pansement, parce que si j'arrête le traitement, les symptômes reviennent. Et c'est des blessures à vif, des souvenirs, c'est des souvenirs qui deviennent traumatisants. Alors je peux m'en souvenir sous traitement, c'est pas grave. Sans médicaments, je souffre. Et voilà. Donc on ne guérit pas, mais moi j'ai refusé le traitement il y a 25 ans, pendant 5 ans, parce que les médicaments de première génération avaient des effets secondaires tels qu'on devenait un peu un légume. Et ça, c'était intolérable pour moi, c'était inimaginable d'accepter de devenir un légume. Aujourd'hui, c'est formidable. Il y a des médicaments qui sont apparus, donc moi, le Zyprexa, qui permettent d'avoir une vie complètement
normal. Alors, je ne sais pas, il y a tous les cas de figure, hein, mais en tout cas, moi, on a voulu à un moment me baisser le traitement par petites fractions, passer de 20 mg tous les jours à plutôt 15, et je l'ai très mal vécu. Instantanément, je suis débordée par mes émotions, et donc j'ai refusé de baisser le traitement, et bon, j'en suis là, voilà, stabilisée, et refus de baisser, même si je vais super bien, je ne peux pas baisser le traitement, et j'ai arrêté 1 mois pendant ces 20 ans, il y a 10 ans, j'ai arrêté les médicaments pendant 1 mois. J'avais confié mes enfants, ils étaient partis en vacances et du coup, j'ai pu voir parce que j'avais besoin, j'y croyais même plus que j'étais malade. Et j'avais besoin de savoir comment était conçu mon cerveau, comment il fonctionnait. Et je me suis retrouvée face à la maladie, mais alors dramatique. Hein, moi, je n'ai pas d'hallucination auditive, j'ai des hallucinations visuelles. C'est-à-dire que je vois Dieu. Donc, alors c'est comme si on est dans un film de science-fiction, on ne sait pas s'il y a un ange qui va apparaître, un mort, enfin, c'est flippant, hein, bon. Et rien sous traitement. Voilà. Donc, la maladie, elle peut être complètement contenue. Moi, j'ai eu une explication qui m'avait paru claire par rapport à boucher les synapses. C'était que, en gros, à un moment, j'ai tellement souffert que je me suis mis à rêver, à me plonger dans mon univers personnel intérieur plus que dans la réalité pour m'échapper de la réalité qui était cause de souffrance. Et à ce moment-là, mes 2 cerveaux se sont mis à fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de rêver la nuit, je me suis mis à rêver le jour éveillé. Et donc, le fait de boucher les synapses, ça permettait de séparer les 2 cerveaux. C'est ça le neuroleptique pour moi. C'est comme ça que je l'ai compris. Et que je me remettais à rêver la nuit et à être normal le jour. Et donc, ça, c'était formidable. Et c'est comme ça que le boucher les signes. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Peut-être que c'était une vue de l'esprit, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Il y a une question. Ouais. Merci pour votre témoignage. Tout à fait, je l'ai dit peut-être un peu trop vite, que bien sûr, le premier traumatisme, c'est l'hospitalisation, souvent sous contrainte, etc. Mais que souvent, ça, je pense que les psychiatres le savaient, mais qu'on sous-estimait aussi le traumatisme éventuellement de l'expérience délirante, parce que quelquefois, les patients n'en parlent pas. C'est très intéressant que vous disiez qu'il y a parfois des choses positives. Là, vous parlez bien aussi, il y a aussi des tas d'études qui sont en train de faire entre les liens entre les psychotraumatismes dans l'enfance et l'apparition de certains troubles psychiatriques. D'où le fait qu'on s'intéresse à associer, même pour les patients qui ont des troubles schizophréniques, à faire des techniques qui ont fait preuve, de leur preuve, comme l'EMDR, ou les techniques comme les TAC que je suis en train de faire. Là aussi, là, il y aurait des études aussi à faire, parce qu'on a tendance à dire tout de suite, ah non, c'est contre-indiqué, parce que toutes les études sur les patients qui ont des troubles schizophréniques, c'est toujours un peu compliqué, les gens s'y intéressent moins, il faut avoir des autorisations, c'est un peu lourd. Alors que nous, dans notre centre, dans notre hôpital, on a un centre du psychotrauma, et on est convaincus que ce sont des techniques qu'on peut faire pour les patients et qui peuvent avoir un vrai bénéfice. Une dernière question. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous définissez les 80% de réussite sur un traitement, quand vous êtes à 80%. C'est-à-dire que moi, j'ai ma fille qui est comme cette jeune femme depuis plus de 15 ans sous traitement. Elle a été sous clozapine. Ça n'a pas marché du tout. Ça a fini par une tentative de suicide. Et depuis, elle est sous Zyprexa. Et tous les matins, elle est fatiguée ou très très mal. Elle a pu dormir jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures. Et elle se promène et quand elle revient, elle est encore fatiguée. Alors, je ne comprends pas. 80%, c'est ma manière de réfléchir. C'est 80% de disparition des symptômes. Il reste 20% de symptômes. Le problème de ce que vous dites, c'est toujours faire la distinction entre est-ce que c'est un symptôme, est-ce que c'est un effet secondaire. Ça, c'est toujours le problème des psychiatres et des patients. C'est qu'on ne sait jamais est-ce que c'est un effet secondaire ou est-ce que c'est un symptôme de la maladie. Donc, quand je dis 80%, c'est par exemple pour les symptômes clairement qui sont que liés à la maladie. Disparition des idées délirantes, des hallucinations, des choses comme ça. Ça, c'est facile. Il en reste, par exemple, moi, je quantifie, je demande aux patients, entre un patient qui avait des voix tout le temps, ou toutes les heures, et après, il lui en reste, ça me gêne 1 heure par jour. Là, on a
a diminué à 90%. C'est vraiment comme ça, hein. Moi, je suis très, j'ai un côté très médical. Les troubles schizophréniques, quand on les prend de façon très, on va dire, rationnelle, médicale, ça devient très clair, hein. Voilà. Après, effectivement, la grande différence, c'est que vous avez vu, il y a des effets secondaires qui sont. Après, si c'est tout ce qui est au niveau de la rééducation, il y a aussi d'autres choses. Et moins on fait les choses, moins on a envie d'en faire. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble pour arriver après à enclencher. Mais là, ça sera le docteur Gozlan qui c'est une excellente passation parce que c'est tout l'après. Une fois qu'on a suffisamment stabilisé le traitement. Un traitement, il est jamais. Ça arrive qu'il y ait des traitements idéaux, madame. Vous voyez, comme quoi le Zyprexa, j'ai bien fait de dire qu'il y a des tendants. Mais le traitement, il est toujours nécessaire. Une fois, il est suffisamment bien. Parfois, il est nickel, hein, c'est génial. Parfois, il est suffisamment bien. Et puis après, il y a tout le reste où on va pouvoir améliorer. Et après, baisser justement. Comme les gens vont mieux, on va pouvoir baisser pour avoir la dose minimale efficace. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Au docteur Gozlan.